Bonsoir mon pays, merci à vous de m'accueillir chez vous ou sur Facebook. Voici les titres de l'actualité que nous avons choisi de partager avec vous ce soir. Toujours pas de président du gouvernement à la veille du comité des signataires. Quelles sont les conséquences pour le budget de la Nouvelle-Calédonie? Réponse dans ce journal. Comment faire des maths autrement? Près de 30 classes du pays participent au rallye des mathématiques à l'exemple des 6e du collège de Puebo. Comment se prépare-t-il à ce concours? Reportage. 15 personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Nouméa et à la section détachée de Koné, principalement pour des incendies involontaires. Quelles sont les sanctions au pays et dans le monde? Réponse dans cette édition. À 8 jours du comité des signataires, toujours pas de président au gouvernement. Le nouveau scrutin convoqué aujourd'hui par le haut-commissaire n'a rien changé à la situation. Un résultat sans surprise, les précisions de Falaï Ouidjou. Oui, Élise, alors aucune surprise aujourd'hui. Philippe Gerbin n'a pas été réélu président du gouvernement à l'issue de cette 3e tentative d'élection du président du gouvernement. Aujourd'hui, ils étaient 11 autour de cette table convoquée par le HOCR, donc les 11 membres du nouveau gouvernement. Au niveau des votes, il y a eu 6 votes blancs et 5 votes en faveur de Philippe Gerbin. Donc Philippe Gerbin n'a pas été réélu faute de majorité. Une réunion qui s'est déroulée à huis clos, donc on n'a pas pu voir ce qui se passait et aucun élu n'a voulu s'exprimer. Seul Christopher Gigès, à la sortie de cette réunion, a bien voulu s'exprimer. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, c'est la 3e fois que Philippe Gerbin recueille contre lui 6 voix sur 11. C'est le résultat malheureusement d'un enfermement de la plateforme, d'un refus du dialogue, d'un certain mépris vis-à-vis des autres formations politiques. Aujourd'hui, quand on veut être président du gouvernement, d'un gouvernement collégial, il faut être en capacité de discuter avec les autres formations politiques. Nous, ce que nous demandons, c'est justement le dialogue. Nous demandons une réunion pour pouvoir débloquer la situation et ainsi avoir un gouvernement de plein exercice pour améliorer le quotidien des Calédoniens. On pouvait le faire à Nouméa, si ça doit se faire à Paris, ça se fera à Paris, mais il faut se parler pour améliorer la situation. La devise du gouvernement, c'est terre de parole, terre de partage. Je crois qu'il est temps de se parler. Un nouveau scrutin sera sans doute convoqué après le comité des signataires qui doit se dérouler les 2 et 3 novembre à Paris. En attendant, le gouvernement continue de traiter les affaires courantes. Cette situation peut avoir des répercussions sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Pour en parler ce soir, Océane Zobler, bonsoir. Bonsoir Élise. Alors dis-moi Océane, combien de temps reste-t-il pour voter le budget? Eh bien justement Élise, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps puisque le projet du budget doit être voté avant le 3 novembre. Le 3 novembre finalement c'est demain et ce n'est pas tout puisque le projet du budget doit être déposé au Congrès le 3 novembre mais il doit aussi être voté avant le 31 décembre. En janvier, si ce n'est toujours pas fait, ce sera avec bien sûr l'avis du Congrès, le président du gouvernement qui reconduira le budget identiquement à celui de 2017, à une différence près puisque le budget de fonctionnement sera réparti au compte-gouttes tous les mois. Pour les investissements par contre qui sont en cours, ce sera uniquement un quart du budget de l'année dernière dont ils auront droit par mois. Par contre pour les investissements qui sont des nouveaux investissements, ils seront gelés. Alors dans les cas où le budget n'est toujours pas voté, qu'est-ce qui va se passer Océane? Alors si le budget n'est toujours pas voté avant le 31 mars, on parle de mars puisqu'en février, on rappelle que le Congrès est fermé pour un mois. Donc on arrive très vite au 31 mars. Si jamais le budget n'est toujours pas voté, ce sera le haut-commissaire qui prendra la charge du budget avec l'avis de la Chambre territoriale des comptes et du gouvernement. Il devra proposer un nouveau budget en se basant sur celui de cette année. Quelques mois du référendum, ce serait donc l'État qui serait complètement aux commandes du budget de la Nouvelle-Calédonie. Merci Océane pour toutes ces précisions. Merci Élise. Autre actualité, 46 personnes ont été identifiées et 15 sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Nouméa et de la section détachée de Koné, principalement pour des incendies involontaires, selon le procureur Alexis Bourroz. Ces incendies concernent les cobuages mal maîtrisés ou provoqués par des déficients mentaux. En province sud, la sécurité civile a dénombré pour le mois d'octobre 104 départs de feu pour une surface estimée à 3246 hectares. En province nord, 51 départs pour une surface de 2025 hectares. Quelles sont les sanctions au pays? Les précisions d'Océane Zobler.
Depuis le mois de juin, 88 procédures d'incendie ont été réalisées par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie. Ces derniers étaient assistés par des techniciens d'identification criminelle. Au total, 46 personnes sont identifiées, dont 15 qui font l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Nouméa et la section détachée de Koné. La majorité des interpellés n'ont pas respecté l'arrêté interdisant l'écobuage et seront contraints d'indemniser leurs victimes. Il s'agit pour la plupart des cas d'incendies involontaires. Les incendies involontaires sont punis d'1 an et de 3 500 000 francs d'amende. Les incendies involontaires aggravés qui touchent les personnes et l'environnement de façon irréversible sont punis de 5 ans d'emprisonnement et 12 millions de francs. Les incendies volontaires aggravés, eux, sont punis de 15 ans de réclusion criminelle et 18 millions de francs d'amende. Enfin, les incendies volontaires de 10 ans de réclusion et 18 millions de francs d'amende. Des sanctions qui devraient en dissuader certains. Et justement, concernant le feu de Païta, où près de 1831 hectares ont brûlé, aujourd'hui la sécurité civile a mis fin au niveau 2 du dispositif Orsec, car le feu est maîtrisé. Aucune victime n'est à déplorer. Et dans le monde, est-ce que les peines sont plus musclées? Réponse de Prosper Poigou dans le feuilleton de la semaine. En Indonésie, des provinces ont déclaré un état d'urgence en raison d'incendies de forêt qui se développent rapidement. Pour montrer sa détermination face aux pyromanes, le gouvernement a autorisé l'armée indonésienne à tirer à vue sur quiconque était pris en flagrant délit d'allumer un feu de forêt. Depuis le début de l'année 2017, 137 incendiaires présumés ont été arrêtés au Portugal. D'après la protection civile, c'est 2 fois plus qu'en 2016. Les feux de forêt ont dévasté 214 000 hectares de végétation depuis début janvier, soit plus de 3 fois la moyenne observée au cours de la dernière décennie. Rappelons qu'un ex-pompier a été condamné récemment par la justice à 12 ans et 6 mois de prison ferme pour avoir déclenché 9 incendies volontaires dans le centre du Portugal durant l'été 2016. Près d'1 millier d'hectares avaient été brûlés. En Grande-Bretagne, le pays a adopté une loi concernant les personnes reconnues coupables d'avoir déclenché un incendie volontaire. D'après le Criminal Damage Act 1971, cet acte est passible de la perpétuité. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé que chaque incendie allumé volontairement serait qualifié comme un acte de terrorisme et jugé en conséquence. Wayne Allen Huntsman, un Californien, a été reconnu coupable d'avoir perpétré en Californie du Nord un incendie qui a ravagé environ 40 000 hectares de forêt pendant presque 1 mois en 2014. Cet incendie est l'un des plus grands de l'histoire de la Californie et a même été baptisé incendie royal. Outre la forêt, il a détruit 12 maisons d'habitation et une centaine de bâtisses. Il a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 milliards de francs CFP. On parle mathématiques cette fois-ci. 30 classes de 6e du pays participent au rallye des maths et c'est la classe de 6e A du collège Hippolyte Bonu de Puebo qui se rendra demain à Nouméa pour participer au concours que nous suivons ce soir. Comment faire des maths autrement? Un reportage qui se passe de commentaires de Natacha Ougui. Il n'y en a plus, j'en avais imprimé 30 en tout. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc là, en fait, il faut typiquement une épreuve qu'ils auront à faire jeudi, dans le même genre, c'est-à-dire ils sont en autonomie et ils doivent travailler en groupe. Là, en l'occurrence, c'est un exercice d'origami où ils doivent faire des pliages et ils doivent réaliser 18 pliages identiques, ce qui les oblige à travailler en groupe, toute la classe. Replier le triangle vers l'arrière. Regarde, faut faire ça, regarde. Comme ça. Regarde, vous allez faites ça. Vous pliez vers l'arrière, regarde, vous faites ça. Ça va, vous pliez vers l'arrière. Replier le rectangle inférieur vers le haut. Ça. On s'entraîne pour la vraie épreuve là-haut. Et là, du coup, qu'est-ce que vous devez faire? On doit faire une couronne grâce à des bouts de papier. Grâce à des papiers. Et là, du coup, c'est comment là? Ça, elle a réussi, là, le premier là. Vas-y, putain! Vas-y, c'est ça, putain, t'as... Voilà, c'est ce qu'il a.
comme ça. Après, faut mettre dans les poches. Oui. Mais fais une petite couronne. Alors, attends, tu tiens tout, après tu fais quoi? Il commence à se prendre au jeu et c'est bien. On peut pas non plus espérer que toute la classe participe, c'est normal, mais là je trouve que moi ils ont vraiment un esprit d'équipe. Et en plus ils y arrivent, du coup ça les encourage. Là ça fait plaisir. On voit qu'ils s'aident vraiment. Chacun avec ses compétences. Comme ça. C'est bon. Peter, ça veut dire que c'est toi qui vas faire la couronne sur nos mères? Si, c'est un ingénieur, ce gosse. Même quand c'est toute la classe qui peut aider. Ça y est. Celui-là, c'est pas ça, Celui-là, c'est Peter. Allez, en plonge, cette fois-ci, ils sont une petite dizaine dans la commune de Poum, comme Jim a pêché le crabe bleu, le crabe des plateaux en plongée. C'est une pêche physique qui demande beaucoup de temps, beaucoup de souffle et une très bonne forme, mais surtout de la patience. Un reportage sans commentaire de Natacha Ogui. Retenez votre souffle. Ben là, je suis en train de naviguer au ralenti, c'est pour pouvoir trouver les trous de crabe. Une fois que j'aurai trouvé les trous de crabe, ben on va s'arrêter à côté, puis après je vais plonger, voir s'il y en a dedans. S'il y a un crabe dedans, ben après je vais plonger pour le tirer après. En fait là, je suis en train de créer un calme plat avec le bateau là. C'est pour que comme ça c'est lisse la mer. Je vois que c'est un trou, tu vois. Tu vas me guider ma fille s'il te plaît. Là, tu vois? Là-bas. Tu vois la tache bleue là-bas? C'est lui ça. C'est bon? Okay. Mes filles, quand elles viennent avec moi, elles connaissent leur travail. La grande qui est sur le pont, parce que là, moi, une fois que j'ai plus les lunettes de pêche, là, vous voyez, sans ça, là, ben, c'est impossible de chercher des trous avec l'eau sale comme ça. Ça fait que du coup, moi, quand je vais descendre à l'eau, là, ben, c'est elle qui va me guider. Je fais la plongée, c'est pour pouvoir gagner du temps. Parce que tu vois là, par exemple, il fait beau que ce matin seulement. Ça fait que du coup, moi, je viens plonger. Puis c'est un plaisir aussi de plonger, affronter le crabe dans son trou, un peu comme ça. Ah oui, celui-là, il a été un peu... C'était un bagarreur. Mais après, voilà, dans les trous, c'est pas droit. Des fois, il y a des poches, des trucs comme ça. Il faut que je vais les chercher dans les poches. Tout dépend comment ils sont cachés, quoi. Après, à force, ben, ils finissent par sortir. C'est ça ma fille, c'est un trou de crabe qui rentre vers la terre. Ok. Voilà, j'ai eu la confirmation par ma grande fille.
Allez, un peu d'humour pour refermer ce journal. Denis Marshall sur scène au Pays ce vendredi et samedi au Centre culturel du Mont d'Or. Je vous propose un extrait de son spectacle. En revanche, le métissage chez les humains, je trouve que c'est bien foutu. Hein. Non, arrêtez, c'est pas le sujet. Non, je m'explique. Pourquoi je trouve que c'est bien foutu? Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, un mec qui a un parent noir et un parent blanc, eh ben en fait, il est pas moitié-moitié. Là, vous lui dites, il est complètement débile, ce mec. Ouais. Parce que nous, on en a vu plein des métis, alors on sait comment ça se passe, mais franchement, les premiers qui ont essayé, ouah, ils ont bien dû flipper. Hein. Mais d'où l'expression flipper sa race, ça vient de là. Ils flippaient leur race. Comment va sortir cet enfant? On ne sait pas, peut-être à la verticale, ou zébré, ou tacheté. Et non, ils ne savaient pas. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les gènes s'organisent pour harmoniser le résultat. C'est magique, hein. Non? Il n'y a pas deux couleurs distinctes, quoi, comme dans un chocolat liégeois, quoi. C'est touillé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après cette édition, la rédaction vous propose de nouveau un best-of de nos émissions. Bienvenue dans la bande, mais cette fois-ci sur le thème de la santé. Merci à vous de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toute l'équipe de Calédonia. Bonne soirée à tous.